Alors on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Les Français ils vont se faire exploser par les Anglais. La peste noire frappe l'Europe. On arrive à un point où c'est critique parce que Charles VI il est déshérité du royaume. Charles VII c'est un peu la galère et c'est parti pour 5 minutes super fun. Puis c'est le fameux épisode de Jeanne d'Arc. Charles VII est au pouvoir, enfin au semi-pouvoir parce qu'il n'est même pas sacré roi. Donc le pauvre, son capital symbolique est un peu érodé. Et voilà, c'est plutôt Henri V, mais à ce moment-là, Henri V est vraiment roi de France et d'Angleterre. C'est très grave. Et donc, Jeanne d'Arc arrive. Elle a 13 ans, elle entend ses petites révélations, un Dominique, tout ça. Saint-Michel qui descend, la totale, et qui lui dit d'aller libérer la France, de bouter l'Anglois hors de France. Elle va à Chinon et va dire à Charles VII, oui, file-moi ton armée, je te libère ça, vite fait, bien fait. Donc Charles VII, il est un peu suspicieux parce qu'une femme sous les drapeaux, surtout qu'elle a 16 ans, c'est un peu gros quoi. Et il va mener une enquête avec les ecclésiastiques pour vérifier qu'elle est bien pure, qu'elle a bien entendu des voix. Compliqué à vérifier quand même. En parlant de femmes, j'aimerais accueillir une nouvelle femme de Bruno. Donc les femmes. À la cuisine! Puisque les hommes, les seigneurs, très peu de paysans partaient à la guerre, vont avoir un nouveau rôle. Un rôle plus important, non? Et tout autant que la petite noblesse qui va permettre de régénérer. Je veux faire l'amour! L'ancienne noblesse qui est morte. À Zincourt et à Poitiers. C'est quand même pas le début d'un mouvement féministe, faut vraiment se détendre. Pute! Merci! Mais donc on a quelques femmes, notamment Christine de Pisan, fameuse littératrice en fait, qui est la première femme à avoir vécu de sa plume. Elle est italienne et française et elle nous dit notamment « Les femmes sont aussi intelligentes que les hommes, il faut les laisser étudier ». En 1428, les Anglais ont la moitié nord du royaume et les Français la moitié sud. Il faut donc traverser la Loire pour réussir à reconquérir et notamment aller faire sacrer le roi à Reims. Pour ce faire, il faut contrôler Orléans, pont important qui permet de traverser cette fameuse Loire. Les troupes anglaises sont menées par le comte de Salisbury. Respect du Haut-Anglais. Et vont faire le siège d'Orléans pendant à peu près 7 mois. Printemps de l'an 1429, la ville est vraiment au bord de la capitulation, il n'y a plus de vivres, tout ça c'est la grosse ES. Et à ce moment-là, Jeanne d'Arc arrive à la tête des troupes de Charles VII. Effectivement, elle a réussi à avoir l'approbation en fait, de Charles VII. L'enquête est terminée, elle est bien vierge, tout ça c'est bon, c'est la pucelle. Elle peut aller guerroyer comme un homme finalement. Mais qu'on se batte! Et donc là, c'est un peu la figure héroïque et charismatique que l'on connaît. À la tête de ces hommes, elle va se faire blesser au siège d'Orléans, elle porte le drapeau, elle ne tue pas. Et là, c'est magnifique, elle libère la ville, telle un messie, vraiment en libératrice, en sauveuse quoi. Puis Jeanne d'Arc continue sa masterclass, elle va faire une chevauchée donc, c'est-à-dire en fait aller très loin dans le territoire ennemi avec des cavaliers, mais sur un front très réduit de quelques kilomètres. C'est notamment la bataille de Patay qu'elle va remporter, donc c'est un rapport de force absolument exceptionnel, elle fume les Anglais. Et elle arrive jusqu'à Reims où elle fait sacrer le roi. Sacre très important, ça donne une légitimité assez exceptionnelle de se faire sacrer à Reims, puis ça se rattache à une légende, ça se rattache à des objets mythiques, au toucher des écrouelles, etc. Marc Bloch, mais elle se fait lâcher par le roi au fur et à mesure, parce qu'en fait les ecclésiastiques sont quand même un peu réticents à cette figure-là. Elle dit quand même qu'elle entend des voix, alors que c'est une laïque dans le sens où elle n'est pas dans le clergé. C'est un peu étrange et finalement elle se fait lâcher au fur et à mesure et même capturée donc là par les Anglais. Sinon il y a les Anglais, bon ils sont moches mais bon ils travaillent. Et c'est la fameuse histoire, puis elle est condamnée, jugée et brûlée. Et en fait tout ça arrange bien Charles VII parce qu'il n'a pas à s'en occuper et toute la responsabilité elle va aux Anglais. Et ça permet en fait même de fédérer les Français sous la figure de martyr de Jeanne d'Arc pour fumer l'Anglais. Après ça on a une évolution positive pour les Français. Puisqu'en 1435, Charles VII signe un traité de paix avec les Bourguignons et tout leur territoire revient dans le royaume de France. En pratique, les Anglais ne gardent que Calais, ils en ont moins qu'au départ, ils ont même plus la Guyenne, c'est compliqué pour eux. En parlant de Calais, il y a le fameux épisode des 6 bourgeois de Calais, comme quoi ils se seraient un peu genre dévoués pour sauver leur ville et les habitants, ce qui est complètement faux. En fait c'est un rituel assez classique d'aller un peu s'humilier, faire une exécution symbolique en sortant en chemise, un petit peu nu, donner les clés de la ville, et puis c'est des bourgeois en fait, c'est vraiment les personnages les plus importants de Calais, donc c'est une humiliation pour la ville. Et c'est pas du tout un sacrifice qu'ils ont fait ou quoi que ce soit, ça a été héroïsé, alors que ça ne devrait pas. Mais c'est beau, puisque c'est beau, c'est français. Tout ça va permettre de bouter finalement l'Anglais hors de France, donc en 1453, c'est la bataille de Catillon, mais pas Catillon en Normandie, Catillon dans le sud, qui maintenant s'appelle Catillon la bataille, c'est flex. La guerre est définitivement enterrée par le traité de Picquigny en 1475.
La guerre de 100 ans aussi, pas mal de conséquences. C'est un long conflit, ça fait intervenir des acteurs puissants en Europe, la France, qui a le plus de population. À ce moment-là, c'est comme ça qu'on rank un peu les pays stylax. Et justement, démographiquement, c'est une misère. La peste noire est passée par là, elle fume vraiment la moitié de la population en France. À l'échelle de l'Europe, c'est une horreur aussi. C'est la grande peste, El Famoso. Parmi les autres conséquences, c'est le déclin de la chevalerie en tant que tactique militaire, au profit surtout du coup des lanciers, des piquiers, avec les fameux tercios de piquet dans l'Empire espagnol. C'est aussi le développement de la bombarde, et qui est complètement une réussite, ça va commencer à se développer, on va faire des canons. Une autre conséquence en direct dans le déplacement, dans les flux marchands, c'est qu'ils vont aller foires de Champagne, ça devient craignos quoi, alors que c'était très important. Et donc on va essayer de plus passer par la mer, et tout ça c'est un peu la ligne de fond d'un développement maritime qui conduit après aux grandes découvertes, aux explorations, tout ça. Et dans les faits, ça entraîne aussi l'indépendance de l'État bourguignon, et du coup ça devient une principauté, et ce qui va donner des conflits en fait entre les rois de France et la maison des Habsbourg pour le contrôle, qui va donner plus tard les Habsbourg de Lorraine. Donc la noblesse a perdu beaucoup de ses personnages. Il y en a plein qui sont morts, à Azincourt, à Poitiers. En France, c'est un désastre. Et justement, la noblesse, elle s'est ridiculisée. C'est mauvais! Parce qu'elle est morte, qu'elle a utilisé de la mauvaise tactique, elle a été à la base d'une guerre civile. Donc ça va pas. Et donc elle a pris trop la confiance, et maintenant c'est les bourgeois qui interviennent beaucoup plus, et le plus grand des personnages, le roi, qui va réussir à consolider son pouvoir, donc en opposition avec la noblesse, qui avait quand même une large part. Et tout ça, ça permet d'arriver éventuellement à une monarchie absolue, une monarchie de droit divin. Bisous les zouzous, les zouzoupettes, à dans 2 semaines.